Welcome to the Atlantic Perspectives podcast. Bienvenue à tous dans la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. Dans l'épisode précédent, nous avons laissé James Madison, président en guerre, architecte de la Constitution et vainqueur moral de la Grande-Bretagne. Sous sa présidence, les États-Unis ont tenu tête à l'Empire britannique, affirmant leur souveraineté et leur unité. Mais il revient à son successeur, James Monroe, de transformer cette indépendance en puissance et de tracer la frontière politique entre l'ancien et le nouveau monde. Monroe est considéré par beaucoup comme le dernier père fondateur, bien qu'il ne soit pas impliqué dans l'écriture ou la signature de la Déclaration d'indépendance ou de la Constitution. Mais il est considéré comme le dernier père fondateur, ou comme leur héritier, car il a été officier pendant la guerre d'indépendance et car il a été politiquement formé par Jefferson. Mars 1817, Washington D.C. Sous un soleil de printemps, James Monroe prête serment sur les marches du Capitole. 5e président des États-Unis, vétéran de la Révolution américaine, ancien diplomate à Paris et à Londres, il incarne la continuité. Monroe est un homme d'équilibre, patriote, modéré, fidèle aux idéaux de Jefferson et Madison. Son mandat ouvre une période que les historiens appellent l'ère des bons sentiments, un moment rare d'unité nationale, de prospérité économique et de confiance retrouvée. Après la guerre de 1812, le pays a soif de stabilité. Les divisions politiques s'atténuent. Le parti fédéraliste, dont faisaient partie Adams et Hamilton, disparaît, laissant les républicains démocrates seuls au pouvoir. Les routes s'étendent, les villes se développent, les industries prospèrent. L'Ouest s'ouvre à la colonisation. C'est l'époque des grands travaux, canaux, routes, ports, bientôt chemin de fer. Cette unité retrouvée, est-elle durable ou seulement une illusion passagère ? Sous cette harmonie apparente, de nouvelles tensions se dessinent. La plus grave, la question de l'esclavage. En 1820, le compromis du Missouri tente de préserver l'équilibre entre État libre et État esclavagiste. Le Missouri entre comme État esclavagiste, le Maine comme État libre. Une ligne imaginaire sépare désormais les deux camps. Monroe signe la loi avec gravité. Il sait que le compromis ne règle rien. Il ne fait que retarder l'inévitable affrontement entre deux Amériques. Monroe est aussi le premier président à entreprendre un vaste voyage à travers la nation. De 1817 à 1819, il parcourt les États du Nord, du Sud et de l'Ouest, un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Ce Monroe Tour devient un événement national. Dans chaque ville, il est accueilli par des foules enthousiastes, des salves de canons. Pour la première fois, les Américains découvrent leur président en personne. L'Europe observe ce phénomène avec curiosité. Un chef d'État élu, sans cour, sans faste, traversant son pays comme un citoyen parmi les siens. Cette proximité, inédite pour le vieux continent, symbolise la nature nouvelle du pouvoir républicain américain. Simple, incarné, fondé sur le lien direct entre le peuple et son président. Sous Monroe, les États-Unis entrent dans une phase de modernisation rapide. La National Road, premier grand axe reliant l'Est à l'Ouest, et l'Erie Canal, qui relie les Grands Lacs à l'Atlantique. Ces projets symbolisent une Amérique en mouvement, cherchant à unir ses territoires et à affirmer son autonomie économique. Mais cette croissance connaît ses limites. La panique de 1819. Une bulle spéculative provoque la première grande crise financière américaine. Banques en faillite, chômage, pauvreté. Le rêve d'abondance vacille. Les observateurs européens notent avec intérêt que le capitalisme américain, bien qu'encore jeune, reproduit déjà les cycles économiques de l'Europe industrielle. L'Amérique ne serait-elle pas déjà en train de ressembler au vieux continent qu'elle voulait éviter ? Cette épreuve, loin d'abattre Monroe, renforce sa conviction. La République doit s'unir autour de ses institutions. Ni la guerre, ni la crise ne doivent ébranler la confiance dans la démocratie. Pendant ce temps, le vieux continent tremble à nouveau. La chute de Napoléon en 1815 a restauré les monarchies absolues. La Sainte Alliance, composée de la Russie, l'Autriche et la Prusse, s'engage à étouffer toute révolution libérale. L'Espagne tente de reconquérir ses colonies d'Amérique latine. Et la France, sous Louis XVIII, regarde elle aussi vers l'Ouest avec convoitise. À Washington, Monroe suit ces événements avec vigilance. Il a vu l'Europe de l'intérieur. Il connaît ses empires, ses intrigues et ses ambitions. La jeune République, pense-t-il, ne doit plus subir les décisions du vieux continent.
Avant d'être proclamée à Washington, la doctrine qui porte son nom a d'abord germé dans les chancelleries européennes. En 1823, George Canning, ministre britannique des Affaires étrangères, propose aux États-Unis une déclaration commune contre toute tentative européenne de recoloniser l'Amérique latine. Londres y voit un moyen de protéger son commerce et de contenir la Sainte Alliance. À Washington, la réponse est prudente. Le secrétaire d'État, John Quincy Adams, redoute qu'une alliance formelle n'enferme les États-Unis dans le sillage de l'Empire britannique. Il convainc Monroe de refuser l'offre et de formuler une doctrine américaine indépendante, fondée sur les mêmes principes, mais sans dépendance diplomatique. Ainsi naît la doctrine Monroe, une proclamation d'indépendance politique à l'échelle du continent, rendue possible, paradoxalement, par la puissance navale britannique qui, de facto, en garantit l'application. Peut-on proclamer son indépendance tout en s'appuyant sur la force d'un autre empire ? Le 2 décembre 1823, Monroe s'adresse au Congrès. Les continents américains, par la position qu'ils occupent, ne doivent plus être considérés comme sujets à la colonisation par les puissances européennes. C'est un tournant. Les États-Unis affirment qu'ils ne toléreront plus d'interventions européennes dans le Nouveau Monde, tout en promettant de ne pas se mêler aux affaires du vieux continent. Et c'est justement pour cela que Monroe est si actuel. Dans le National Security Strategy de 2025, l'administration Trump revendique explicitement un corollaire moderne à la doctrine Monroe. Autrement dit, l'idée de départ, faire de l'hémisphère occidental une zone où l'influence des puissances extérieures doit être contenue, redevient un repère revendiqué de la stratégie américaine. Parler de Monroe, ce n'est donc pas seulement raconter le XIXe siècle, c'est éclairer un débat très contemporain sur la place des États-Unis dans le monde et sur la frontière qu'ils veulent tracer entre l'Europe, le reste du globe et leur propre arrière-cour géopolitique. Revenons au XIXe siècle. Pour les jeunes nations d'Amérique latine, Mexique, Colombie, Chili, Argentine, cette parole résonne comme un espoir, celle d'un continent désormais maître de son destin. En Europe, la doctrine Monroe provoque des réactions contrastées. À Paris, on regarde cela avec condescendance. Le nouveau monde qui veut dicter sa loi au roi. À Vienne, Metternich y voit une menace pour l'ordre monarchique. Mais à Londres, on valide. Les intérêts britanniques coïncident avec ceux des États-Unis. Dans les faits, la doctrine américaine et la puissance britannique se complètent. L'une fixe un principe, l'autre le fait respecter. Cette alliance tacite inaugure un siècle de relations transatlantiques fondées sur un fragile équilibre. Une Amérique protégée par la mer, une Europe enfermée dans ses rivalités. Sous Monroe, le territoire américain continue de s'élargir. La Floride, cédée par l'Espagne en 1819, rejoint l'Union. Les frontières avec le Canada sont clarifiées par un traité avec la Grande-Bretagne. Et dans le sud, les conflits avec les nations amérindiennes annoncent déjà la conquête de l'Ouest. Monroe n'est pas un idéologue. C'est un homme d'équilibre. Il refuse les guerres inutiles, privilégie la négociation et veille à préserver l'unité nationale. Dans un pays encore fragile, il incarne la stabilité et la mesure. James Monroe est le dernier président issu de la génération de 1776. Soldat à Trenton, diplomate en France, artisan de la paix avec la Grande-Bretagne, il symbolise le passage de la Révolution à la Nation. Son parcours relie les champs de bataille de l'indépendance au salon diplomatique de Washington. En 1825, il quitte la Maison-Blanche avec humilité. Il meurt 6 ans plus tard, en 1831, le 4 juillet, le jour de l'Independence Day, comme Adams et Jefferson avant lui. 3 hommes, 3 vies, une même histoire, celle de la naissance d'une république. Sous James Monroe, les États-Unis cessent d'être une république fragile pour devenir une puissance affirmée. La doctrine Monroe clôt symboliquement le cycle fondateur de l'Amérique, celui des pères fondateurs, de la conquête de l'indépendance et de la consolidation des institutions. L'Europe doit désormais compter avec le Nouveau Monde. Avec Monroe, s'achève la première époque de l'histoire américaine, celle de la construction et de l'affirmation. Mais une autre s'annonce, celle des tensions, des conquêtes et des fractures. De George Washington à James Monroe, nous avons vu naître une idée, celle d'un pays libre, souverain et conscient de sa place face à l'Europe. La jeune République a désormais trouvé sa voie, son équilibre et son ambition. Mais bientôt une Amérique nouvelle émergera, plus vaste, plus puissante, mais aussi plus divisée. Pour la deuxième saison, nous suivrons une Amérique qui s'agrandit, s'étend et s'affronte sous le regard de l'Europe. De John Quincy Adams à Abraham Lincoln, en passant par Andrew Jackson notamment, le programme sera riche,
l'expansion territoriale et l'idéologie du destin manifeste, l'esclavage et la montée des divisions régionales, les réactions européennes à la guerre de sécession, le début de l'affirmation du pouvoir fédéral. Rendez-vous bientôt pour la saison 2 de la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la prochaine saison. Atlantique Perspective est sur les réseaux sociaux et retrouvez les autres contenus sur www.atlanticperspective.org. Music licensed via Epidemic Sound.